Salut Joseph. Salut Antoine. Merci de répondre à nos questions sur ce qui se passe en Syrie. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est essentiellement un soulagement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette chute a pu être aussi rapide? Il s'agit sans aucun doute d'un moment historique pour les Syriens et Syriennes et plus majoritairement pour les classes populaires de la région. Il faut se rappeler que Assad a bien sûr opprimé son peuple, mais également voilà, la famille Assad a occupé le Liban, a tué de nombreux Palestiniens et Palestiniennes, sans oublier ses attaques sur le mouvement national palestinien. Donc c'est un moment historique et d'ailleurs les scènes de joie à travers la Syrie, vraiment dans toute la Syrie, de la côte aux régions kurdes, à Damas, Alep, de toutes les ethnicités, les confessions, montrent voilà, que c'est un moment historique, une véritable joie. Comment on est arrivé là? Les choses en fait ont commencé lors le début d'une offensive militaire menée à partir du 27 novembre par Hayat Tahrir al-Sham, on reviendra dessus, une organisation salafiste djihadiste, et l'Armée nationale syrienne, qui agit comme un proxy de la Turquie, qui a mené des offensives militaires qui étaient à la libération d'Alep, Hama, Homs, où le régime a disparu, mais ensuite ça a créé une autre dynamique, notamment dans les régions du sud de la Syrie, où des groupes armés, notamment, et la population plus généralement localement, a mis dehors les forces du régime. Les forces du régime ont aussi dû se retirer petit à petit. Et menant dans la nuit du 7 au 8 décembre à la chute du régime, et on a pu voir dans les 2 derniers jours un soulèvement populaire un peu partout. À chaque fois que le régime se retirait, les gens sortaient dans les rues pour casser les symboles du régime Assad, ses portraits, ses statues, à travers partout. Donc, et d'ailleurs, les scènes de joie, tous ces gens qu'on voit sortir, ne sont pas contrôlés par ces groupes armés dans leur grande majorité. Ça, c'est important de le dire. Et donc, il y a, je dirais, deux dynamiques principales pour expliquer la chute de la dynastie Assad, euh, qui était au pouvoir depuis 1970, donc 54 ans, en Syrie. C'est tout d'abord la faiblesse structurelle, politique et économique du régime. Il ne disposait même plus d'une base populaire minimum. Les soldats n'avaient aucune envie de se battre pour un régime qui les traitait mal, mal payés, mauvaises conditions, et qui, pour la grande majorité, étaient des conscrits de force, hein. Euh, donc une faiblesse structurelle du régime qu'on connaissait, mais pas à ce point, disons. Vraiment une vraie faiblesse à tous les niveaux. Et le deuxième, peut-être le plus important, c'est la faiblesse de ses alliés principaux, qui étaient la raison principale pour laquelle le régime a pu tenir jusqu'à aujourd'hui. La Russie et l'Iran, et avec ses affiliés, notamment du Hezbollah, mais d'autres milices. La Russie, qui est impliquée depuis 2022 dans une guerre impérialiste contre l'Ukraine, avait notamment transféré une partie de ses forces, particulièrement aériennes, en Russie, ou était en Ukraine, pardon, et était voilà fatigué, on peut dire, de cette guerre et très impliqué dedans. Donc ça, c'est un aspect. Donc ils n'ont pas eu l'implication qu'ils auraient pu avoir comme dans le passé. Et l'Iran et le Hezbollah également ont été fortement affaiblis par la guerre israélienne contre le Liban et contre les bombardements répétés contre leur position en Syrie, particulièrement accélérée depuis cette dernière année. Donc les alliés du régime qui traitaient tous les gens qui sortaient comme d'habitude comme des terroristes étaient très très affaiblis et n'ont pas pu s'impliquer autant qu'ils le voulaient pour sauver en fait ce régime. Est-ce que tu peux nous dire du coup quelles sont les forces de la rébellion et comment semble s'installer le nouveau régime? Alors, bon, on est dans une phase de transition. Il faut savoir qu'actuellement, l'ancien Premier ministre du gouvernement syrien a été nommé pour mener la transition politique jusqu'à des nouvelles élections. Il y a une véritable volonté de, voilà, de montrer aux populations locales, mais aussi surtout aux régionales et internationales, de maintenir une sorte d'ordre de transition
et essayer de gagner voilà, en légitimité internationale, particulièrement pour un des groupes principaux durant ces offensives militaires qui est Hayat Tahrir al-Sham. Comme on l'a dit, c'est une organisation de nature à bien des égards salafiste djihadiste, mais qui a connu une évolution durant ces dernières années. Donc il y a eu une rupture avec Al-Qaïda à partir de 2016. Il s'inscrit dans un projet, dans un cadre national, dans un cadre syrien, donc pas dans un cadre transnational. Il gérait une partie du nord-ouest syrien, Idlib, de manière assez technocratique, avec un gouvernement qui donnait des services et a essayé de, de gagner des gages de légitimité et de respectabilité ces dernières années. Je m'explique particulièrement que ce soit aux acteurs locaux, mais surtout internationaux. Par exemple, lors du premier interview du chef de Sham, Jolani, en 2021, un journaliste américain, il dit qu'il lutte contre Al-Qaïda et Daesh, et qu'il serait prêt à faire de lutter plus généralement contre l'antiterrorisme, que son groupe ne constitue pas une menace pour les intérêts occidentaux. Euh, de même que, à partir de ces dernières années, on a pu voir une volonté il y a eu un retour de certaines minorités euh, dans les territoires sous contrôle de Hayat Tahrir al-Sham, par exemple de chrétiens, de Druzes. Donc, et même qu'on voit depuis la chute du régime, la conquête d'Alep, une volonté de gagner en respectabilité en disant que c'est un gouvernement civil, par exemple, ou une administration civile à Alep qui va gérer le territoire en se retirant. Il fait des statements, des communiqués vers diverses minorités religieuses ou les Kurdes pour dire qu'ils font partie du peuple syrien. Il y a eu aussi un communiqué envers la population alaouite, mais qui est plus, je dirais pas aussi positif, disons, en la décrivant comme en étant été utilisé comme un outil de répression contre le reste du peuple syrien, sans garantie pour l'avenir. Toute cette évolution dit cela, il ne faut pas non plus romantiser cette organisation. Il ne s'agit pas d'une organisation démocratique, loin de là. C'est une organisation réactionnaire, autoritaire. Encore jusqu'à récemment, à Idlib, il y avait des manifestations populaires pour dénoncer sa gouvernance, pour dénoncer ces pratiques de torture, de violation des droits humains. Et voilà, ne veut pas dire l'acceptation de l'égalité entre citoyens et citoyennes de Syrie, hein. C'est plutôt une tolérance dans une perspective aussi islamique. Et des discours de type qu'a pu tenir Jolani, comme quoi euh, les gens ne connaissent pas assez bien la gouvernance islamique ou il a été mal implémenté, donc il faut voir. C'est pas du tout des assurances pour l'avenir démocratique, égal et social pour les CNCN. Donc aucune confiance devrait avoir lieu dans ce groupe, hein. C'est la résistance par en bas, la capacité qu'ouvre la chute de la dynastie Assad de profiter de cette opportunité pour construire des résistances par en bas. De même que l'armée nationale syrienne sont aussi un groupe de groupes armés qui sont particulièrement perçus par beaucoup de Syriens et Syriennes comme des groupes un peu de voyous, entre guillemets, qui ont été accusés de corruption, de violation de droits humains, et agissent véritablement comme un proxy de la Turquie. Ils ont joué un rôle destructeur lors de l'occupation d'Afrin en 2018, qui a mené à un changement démographique avec le départ forcé de plus de 150 000 personnes, dont des Kurdes. Et d'ailleurs, on a pu voir lors des premières, à la suite du début de l'offensive, il a tout de suite commencé aussi à mener des offensives contre des villes ou des régions à majorité kurde, notamment Tel Rifat, qui par sa prise de contrôle, a poussé au départ forcé de plus de 150 000 Kurdes vers les régions du nord-est. Hier, ils attaquaient aussi la ville de Menbej, qui était aussi sous le contrôle des forces démocratiques syriennes, dominées par des forces kurdes. Donc on voit qu'il sert l'agenda du régime turc, qui est de mettre fin, hein, au gouvernement autonome du nord-est de la Syrie, dominé par le PYD, qui est considéré comme partie sœur du PKK, caractérisé comme une organisation terroriste en Turquie. Il refuse toute forme d'autonomie de la population kurde et autres. Et on a les groupes du Sud, groupes d'opposition armée, qui ont joué un rôle aussi dans la prise
de Damas, où certains de Deraa sont des anciens de l'armée syrienne libre qui avaient fait des accords de réconciliation avec le régime. Et à Soueda, c'est plus des organisations locales issues de la population druze, notamment les hommes de la dignité et autres. Donc ça, c'est un peu une cartographie des groupes armés qui ont pu jouer un rôle dans ces 10 derniers jours. Et du coup, selon toi, quels sont à la fois les dangers, mais peut-être encore plus les points d'appui dans la situation et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, que ce soit aider les forces kurdes ou d'autres forces démocratiques, sociales en Syrie? Non, faut être clair, il faut ni romantiser la situation, ni tomber dans une forme de défaitisme, comme quoi il n'y a pas de possibilité de saisir cette opportunité. Comme le dit un des slogans des Syriens et Syriennes, il n'y a pas d'éternité, ce qui était un peu le slogan du régime, hein, qu'ils allaient rester pour l'éternité. Donc dans cette situation d'espoir, il y a beaucoup de défis, on ne va pas se le cacher, hein. Mais la capacité de saisir cette opportunité d'espace contradictoire qui existe aujourd'hui, le fait qu'aucune force armée peut totalement contrôler les régions qui étaient précédemment sous le contrôle du régime, sont une opportunité à saisir. Il faudra reconstruire une forme, ce que j'appelle une société civile, mais pas dans le sens simplement ONG, mais des organisations démocratiques, sociales par en bas, que ce soit des syndicats, associations populaires locales, organisations féministes, et autres pour saisir cette opportunité. Mais il y a bien sûr des défis. Le groupe de type Hayat Tahrir al-Sham, l'armée nationale syrienne, sont des organisations, encore une fois, autoritaires, réactionnaires, qui, par leurs pratiques politiques dans le passé, n'ont pas laissé un espace démocratique pour permettre l'auto-organisation par en bas. Donc ça, c'est le plus grand défi. De même, un autre défi, c'est faire face à la division qui s'intensifie malheureusement entre Arabes et Kurdes. On voit les attaques de l'armée nationale syrienne sont un danger pour le futur de la Syrie, sont un danger pour la question kurde, pour les populations kurdes. Ces groupes menés par la Turquie sont une menace mortelle à bien des égards, hein, pour pas simplement le projet autonome du nord-est de la Syrie, mais encore une fois pour les populations kurdes civiles et autres, hein, et qui imposeraient un système encore plus autoritaire et avec des menaces sur la diversité syrienne. Donc ça, c'est deux angles importants selon moi. Nous, de l'étranger, comment aider déjà? Notre tâche, c'est d'aider les groupes démocratiques, progressistes, syriens, qu'ils soient arabes ou kurdes, de pouvoir s'auto-organiser, faire face aux menaces, qu'elles soient locales, régionales ou internationales. Parce qu'il faut bien le comprendre, pour la plupart des régimes régionaux ou internationaux, leur volonté principale, c'est de maintenir une forme de stabilité autoritaire, de ne pas voir la volonté démocratique des Syriens et Syriennes se réaliser. Euh, et dès lors, nous, on a un rôle à jouer pour aider ces groupes démocratiques, progressistes, voilà, à pouvoir s'auto-organiser, à pouvoir relayer des informations aussi, et de les aider à saisir cette opportunité dans ce moment-là. Parce que, et c'est aussi plus largement, ça permet de relancer aussi ce qu'on a toujours dit, que c'est un processus révolutionnaire à long terme, avec des périodes de haut et de bas. Et là, on peut dire que ça permet de rouvrir cette porte, disons, et que euh, voilà, ça c'est un aspect important. Je pense qu'aussi en Europe, il va y falloir faire différentes choses. C'est tout d'abord empêcher toute voilà, intervention qui chercherait à limiter la volonté démocratique des Syriens et Syriennes, dans une volonté simplement, pour la majorité des pays européens, de voir une stabilité autoritaire et soi-disant, essayer d'empêcher une instabilité plus régionale. De même, sur la question de la migration, il faut toujours que on défende les droits des réfugiés euh, syriens et syriennes, mais de tous et toutes, sans exception, pour qu'ils décident de leur choix. Certains vont peut-être vouloir revenir, mais beaucoup vont vouloir rester. Ils ont fait leur vie, ils ont leurs enfants ici, et donc il faut défendre leur droit de pouvoir rester et sans empêcher toute mesure qui pourrait être prise par des États européens de vouloir les renvoyer par la force. Ça, je pense, c'est aussi encore dans une défense des droits démocratiques de tous et tous très important.
Donc ça, c'est des tâches, je pense, immédiates, et de même que dénoncer actuellement euh, voilà, les menaces que pourront faire face Syriens et Syriennes, et encore une fois, l'attaque qui se actuellement menée par la Turquie et des groupes de l'armée nationale syrienne sur le nord-est, sur les populations kurdes, doivent aussi être condamnées. Donc toutes les forces régionales, internationales à caractère impérialiste sont une menace hein, pour les intérêts des Syriens et des Syriennes. Sur le mouvement de la solidarité avec la Palestine, ça fait depuis longtemps que, pour ma part, j'argumente sur le fait qu'on ne peut pas séparer la question palestinienne des dynamiques régionales et même d'une volonté de créer en fait un mouvement qui se bat pour l'émancipation des classes populaires de la région. Dans certaines sections du mouvement de Palestine, ils voyaient cette liaison ou ce lien entre la dynamique de la question nationale palestinienne plutôt par en haut, avec soi-disant des régimes qui seraient résistants, ou dit le dit axe de résistance, et voiraient d'un mauvais œil la chute de tel régime, de type Syrie, ou l'accuseraient d'être, en fait, certains l'ont euh, on décrit les événements comme une suite du génocide à Gaza, de la guerre au Liban, puis ensuite, le jour d'après le cessez-le-feu au Liban, voilà, on a en fait un complot américano-sioniste pour faire chuter un régime résistant. Ce n'est pas du tout le cas, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, et surtout, c'est pas, ça enlève toute forme de rôle pour les Syriens et Syriennes dans leur volonté de faire chuter ce régime. Donc, ça leur enlève toute forme d'agency. Ils deviennent, euh, on ignore le rôle des Syriens et des Syriennes, mais au-delà, c'est pas simplement un problème de morale de vouloir soutenir des dictatures mortelles, réactionnaires et autoritaires contre la volonté d'émancipation des classes populaires de la région, mais c'est aussi stratégiquement faux parce que tous ces régimes ont toujours agi en fonction de leurs propres intérêts politiques, géopolitiques, et en aucun cas ont cherché à la libération des Palestiniens et Palestiniennes. Le régime syrien a une histoire historique de répression des Palestiniens et Palestiniennes en Syrie, au Liban, d'attaques sur le mouvement national palestinien. Des milliers de prisonniers politiques palestiniens étaient dans les geôles syriennes à la fin des années 80, sans parler euh, que là, depuis le 2011, des centaines, peut-être plus de milliers de Palestiniens ont souffert de la répression également du régime syrien. Et le camp de Yarmouk, un des plus grands voilà, quartiers pour la résidence des Palestiniens, un des plus grands camps à l'extérieur euh, de la Palestine, si on met de côté la Jordanie, le camp Yarmouk a été attaqué en premier lieu par le régime syrien avant que Daesh y rentre. Et c'est semblé que depuis le 7 octobre, la Syrie n'a absolument rien fait pour aider les Palestiniens et Palestiniennes. De même que l'Iran cherche en premier lieu, à travers la question palestinienne, à avancer ses intérêts géopolitiques, l'utiliser comme une carte dans la question des négociations avec les États-Unis à venir sur la question du nucléaire et autres, même pour aider son principal allié dans la région, le Hezbollah, il n'a pas énormément bougé. Donc, c'est stratégiquement faux de voir que ces régimes pourraient jouer un rôle positif dans la libération des Palestiniens et Palestiniennes. Non, c'est la libération des populations, des classes populaires régionales qui permettra de faire pression sur Israël, parce qu'il y a des intérêts communs entre les classes populaires palestiniennes et régionales. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit une libération des peuples, la question palestinienne revient au devant. Euh, et pour une fois, je suis d'accord avec l'ancien ministre des Affaires étrangères israélienne en 2011 qui déclarait à la suite de la chute de Moubarak, le principal menace pour Israël, ce n'est pas l'Iran, mais c'est une Égypte démocratique. Et on pourrait dire ça pour une région démocratique. Donc, c'est sans oublier que Netanyahou, le Premier ministre israélien, et d'autres étaient très contents avec la présence de Assad pendant 40 ans, qui disait depuis 1974, aucune attaque n'a eu lieu contre le Golan occupé. Et c'est pas pour rien que hier, on a vu d'ailleurs l'armée d'occupation israélienne occuper des nouveaux territoires sur le côté syrien du Golan, bombarder les stocks dépôts d'armes parce qu'ils voient comme une menace cette chute du régime Assad. Donc, le mouvement national solidarité, le mouvement de solidarité internationale avec la Palestine doit bien sûr
prendre en considération les dynamiques régionales, mais toujours dans une perspective d'émancipation par en bas, de libération par en bas des peuples, et non être une antichambre pour le soutien à des régimes autoritaires, réactionnaires. Merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, en voyant les développements dans les prochaines semaines, quoi.